Thank you. OK. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit. Hein? Quand vous verrez cet enregistrement, voilà, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. De toute façon, vous avez dit des petites bêtises, c'est pas grave si on ne les a pas enregistrées. N'est-ce pas? Très bien. Donc, j'étais où? J'étais. Ah, tiens, Platon, tu voulais dire quelque chose? Je veux dire que, en gros, si j'ai bien compris, l'épargne est destinée à être investie. Oui. Parce que on est argent fait pour après faire progresser son argent. Voilà. Alors, là. Je crois qu'il y a un petit truc qui est la confiance. Oui. Oui. C'est-à-dire que si on est dans un environnement économique où on a peur. On ne se fait pas confiance. On n'a pas confiance dans l'avenir. On n'a pas confiance en l'avenir, on n'a pas confiance en la justice. Ou aux voisins, ou aux institutions, ou ce que tu veux. On a très peur d'investir. Ouais. Finalement, l'épargne, en fait, reste épargne. Ou peut-être qu'on n'épargne pas du tout. Ou on épargne sous le matelas. Ouais, on va savoir. En tout cas, ça ne marche pas comme on attend. Oui, je crois que la confiance aussi, c'est important. Important. Mais bien sûr, tu vois bien que, cher ami, on est en train de raisonner sur une idée, un principe. On oublie plein de choses importantes. Voilà. Bon, maintenant, notre idée, c'est que cette économie de type agricole, pour qu'elle puisse connaître une croissance, il faut qu'elle consomme moins que ce qu'elle a produit. Et ce qu'elle n'a pas consommé s'appelle une épargne, avec l'espoir que cette épargne va être investie. Sous quelle forme dans notre exemple imaginaire? Imaginons que c'est uniquement une économie agricole. C'est sous la forme une partie des grains, une partie du blé, pour simplifier, on la met de côté, on ne la mange pas. C'est frustrant. Mais c'est pour qu'on puisse semer plus qu'on a semé l'année d'avant, pour pouvoir manger ou cueillir ou faire plus de blé qu'avant. Et on se retrouve avec plus de blé, plus de production, parce qu'on a investi le blé qu'on a épargné. Vous voyez, investir, épargner, c'est la même chose. Les deux, ce sont deux flux. Fais attention, Platon, on a bien expliqué la notion de flux. Tu n'étais pas là. Ce n'est pas une idée facile. Oui. Alors, cette histoire de, n'est-ce pas, le blé qu'on n'a pas mangé, c'est une épargne. Et quand on va le semer, on l'investit. Le même blé qu'on a épargné va être investi. Pas par les mêmes personnes. Les gens qui n'ont pas mangé le blé, c'est des épargnants qui l'ont donné aux agriculteurs pour qu'ils le sèment. Eux, c'est des investisseurs. Les deux parlent du même blé. Et quand le blé qui n'est pas mangé, il est épargné, il devient un capital quand il est observé un jour J. Le blé qui n'est pas mangé, qui est une épargne, est un capital à un instant donné. Il est confié aux agriculteurs pour qu'ils l'investissent. Vous voyez? Investissement, capital, épargne. C'est la même chose. L'un vu du côté de l'entrée et l'autre vu du côté de la sortie. L'un vu du côté de l'offre, l'autre vu du côté de la demande. L'un vu du côté stock, l'autre vu du côté flux. Mais c'est le même blé. En économie, vous devez faire attention à cette chose qui a plusieurs noms alors que c'est la même chose. Vous devez ne pas les mélanger. Donc, dans le cas où on est dans ce village de l'époque très, très ancienne, où c'est un chef de village qui décide de tout. C'est lui qui dit
j'ai décidé qu'on ne mange pas tout. On a des silos, une banque de blé, des silos dans lesquels on met du blé. On découvre tout le temps comment ils s'appellent, les gens qui font des fouilles, les archéologues. Ils découvrent tout le temps des oui, ça porte un nom, c'est des silos, mais avant, ça portait un autre nom. On emmagasine les choses pour les périodes difficiles et tout. Hein? Des greniers, voilà, des greniers. Des fois, c'est enfoui sous terre. Chaque civilisation a connu ce genre de choses. Et c'est des décideurs qui sont des chefs de tribus, on va savoir, imaginez ce que vous voulez, et qui décident qu'il faut qu'on augmente nos réserves pour les années suivantes. C'est de l'épargne qui va être investie dans autre chose, etc. C'est le même raisonnement. Sauf que ce que je voulais dire par là, c'est que cette décision, elle est faite de manière centrale. C'est un chef qui décide pour tout le monde. D'accord? Et dans ce cas-là, si c'est un chef qui décide pour tout le monde, déjà, tout à l'heure, quand il y a l'économie qui se reproduit à l'identique, elle n'a aucun problème macroéconomique, mais elle a de gros problèmes de survie. Et l'économie qui décide d'investir, et c'est le chef qui décide, elle n'a pas de problème macroéconomique non plus. Pourquoi? Parce que l'épargne est toujours égale à l'investissement. Parce que c'est une personne qui décide combien il faut épargner et c'est lui qui décide combien il faut investir. Donc, c'est égal. L'égalité est garantie. Il n'y a pas de risque d'inégalité. Très bien. Maintenant, si l'économie n'est pas dirigée par ce dictateur, qui peut être bienveillant, hein? D'ailleurs, c'était souvent comme ça. Imaginons que c'est une société qui est plus libérale. Les gens, je ne peux pas me décider à ma place combien je dois manger. Moi, tu m'as payé en blé, je vais manger tant que je veux, comme je veux. Ce n'est pas toi qui décides, chef du village. Et les gens qui veulent investir, peut-être qu'ils n'ont pas envie de produire plus, parce qu'ils sentent que ce n'est pas la bonne saison. Peut-être qu'ils ont envie d'investir plus, alors que d'autres ne veulent pas épargner. Donc, dans ce cas-là, quand on est dans cette situation où on a la liberté de décider et que les décisions des gens qui épargnent, qui ne consomment pas une partie de leurs revenus, et les gens qui veulent investir sont des personnes différentes. Quand tu es dans une ferme, tu décides de garder une certaine quantité pour la planter et la semer, c'est toi qui décides, tu es libre. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des macroéconomiques, alors, il se pose la question de la coordination de l'ensemble de ces décisions. Et des gens qui veulent investir, ce n'est pas les mêmes gens qui veulent épargner. Ce n'est pas les mêmes. Donc, il n'y a pas de garantie que l'épargne soit égale à l'investissement. Il n'y a pas de garantie. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de garantie. Pourquoi? Parce que là, on rentre véritablement dans ce qu'on appelle la macroéconomie. C'est quoi la macroéconomie? C'est pour ça que vous vous rappelez pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas encore une bonne définition de la macroéconomie. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez qu'on a donné des définitions, je vous ai dit que ce ne sera pas celle que je préfère, parce qu'elle ne traite pas de cette question. La macroéconomie, c'est comment les agrégats de l'ensemble de l'économie sont décidés ou sont arrêtés ou sont définis alors qu'ils sont le résultat de décisions complètement libres et décentralisées par des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Là se trouve la difficulté de la coordination des décisions libres et décentralisées, qui est la véritable question de la macroéconomie. Et la définition de la macroéconomie qui ne traverse pas ce problème, qui ne le met pas en avant, ce n'est pas une bonne définition pour moi.
pourquoi c'est une question importante? Et c'est la question première de la macro. Si on veut définir la macro, on la définit d'abord par ça. Pourquoi c'est important? Parce que justement, ce sont les questions que j'ai mises en avant, sur lesquelles j'ai insisté dans les cours précédents et pour lesquelles je vous ai mis des questions dans le QCM d'hier. Quelles sont les deux questions qui traitent de cette question? Les deux QCM qui traitent de cette question hier. La question qui consiste à se poser la question, lorsqu'il y a des décisions individuelles et des choix et des préférences individuelles, il n'y a rien qui garantit que ça aboutisse à un choix cohérent, un choix collectif cohérent. Le paradoxe de Condorcet et le théorème d'impossibilité d'Arrow. Tous les deux disent qu'il est impossible pour un ensemble de décisions libres, décentralisées, qu'elles aboutissent à un choix ou une décision collective qui est cohérente et qui est dans l'intérêt de toute l'économie. C'est une question compliquée qu'on n'a pas résolue encore. Bien sûr, les deux propositions, paradoxe de Condorcet, dit que c'est impossible. Le théorème d'impossibilité d'Arrow dit que ce n'est pas qu'il dit que c'est impossible, mais ils ne sont pas arrivés à démontrer que c'est possible. Comprenez? Et il y a d'autres qui disent non, c'est possible. C'est qui dit que c'est possible? Monsieur Adam Smith dit qu'il y a une main invisible qui fait que ce sera possible. D'accord? Vous comprenez? Très bien. Ça, c'est un classique, n'est-ce pas? Il y a d'autres classiques qui pensent que non. Mais celui qui est le plus célèbre, c'est la main invisible d'Adam Smith. Elle dit que c'est possible. Est-ce que Adam Smith l'a démontré? On a expliqué dans le cours que non, il ne l'a pas démontré. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Non, même pas. Il a donné une profession de foi, tout simplement. Selon ses croyances religieuses. Il a dit, comme la main invisible, c'est la main de Dieu pour lui. Hein. Pas la peine de chercher loin. Hein. Dieu, il est là pour nous. Pour nous. Chacun cherchant son chat, comme on dit, chacun cherchant son intérêt, finira tous par s'harmoniser, par se coordonner, grâce à comme une volonté de Dieu. Donc, c'est une profession de foi. Et on a essayé de le montrer après. Ben, on n'a pas pu. Il y a quelqu'un qui a affirmé que c'est possible, mais il n'a pas démontré. Et qui n'est pas Smith. C'est Samuelson. Je vous ai raconté ça dans le cours. Samuelson a affirmé qu'il y a une fonction de choix social qui est obtenue par l'agrégation ou l'addition des choix individuels. Arrow et Debreu, ils ont montré que non, ce n'est pas possible. Donc, n'oubliez pas que cette question de coordination des décisions libres et décentralisées, c'est la question qui restera toujours posée pour l'économie et c'est la question de la macroéconomie. Et quelle est la réponse des néoclassiques alors? Les néoclassiques, ça c'est avant que n'arrive
Arrow et Debreu, des néoclassiques qui disent que c'est, non seulement c'est possible, mais ça ne peut marcher que comme ça. Grâce à quoi? Pour les néoclassiques, la coordination se fera grâce à quoi? Ou grâce à qui? Ce n'est pas un dictateur. C'est qui pour eux qui réalisera ça? Parce que si Smith a dit que c'est la main invisible de savoir, les classiques, les néoclassiques disent que c'est l'État. Les néoclassiques disent que c'est l'État. Mais c'est les plus grands ennemis de l'État, jeune homme. Les néoclassiques veulent que l'État disparaisse. Hein? Et donc, c'est qui doit réaliser la coordination pour eux? Toi, tu l'as prononcé. Mais oui, voilà, il faut le dire franchement. C'est le marché. C'est l'institution primordiale. C'est pour ça que les économistes néoclassiques, ils appellent leur économie de marché. Répète. Marché. Économie de marché. Voilà. Il faut insister sur les mots. Ce n'est pas des mots au hasard, jeune homme. Il faut insister sur les mots. Et sans les économistes, vous vous rappelez quand je vous ai dit les politiques de marché libre? Vous vous rappelez de ça? Vous ne vous rappelez pas le paragraphe que j'ai traité sur les politiques de marché libre? Parce qu'ils considèrent qu'il ne faut pas que ce soit un dictateur. Il ne faut pas que ce soit l'État. Si l'État décide, elle va tout bousiller. N'est-ce pas? Vous voyez que ce sont des choses que vous connaissez, ça, hein? N'est-ce pas? Mais vous devez savoir comment appuyer, souligner les choses à souligner. Je répète, c'est des choses que vous connaissez, mais vous devez savoir si vous voulez faire un argumentaire, une explication, les mots, comment les choisir et les appuyer. Donc, les uns disent, les classiques disent c'est la main de Dieu, d'autres disent c'est le marché. Et l'opposition, au départ, elle n'était pas entre les néoclassiques et les keynésiens, comme aujourd'hui. Elle était entre les néoclassiques et les marxistes. Les marxistes disaient que pour eux, on va l'appeler l'État, mais hein? C'est voilà, l'État ou voilà, quelqu'un qui décide pour tous ou quelques-uns, c'est l'État. Bon. Pour eux, qui décide et comment fait l'État pour décider de qui produit quoi et combien et quand? C'est un organisme pour eux qui remplace le marché, qui s'appelle le Gosplan. Dans l'Union soviétique et tous les pays du plan socialiste de l'Est, ils avaient des Gosplan. Une organisation qui fait la planification de ce qu'il faut produire. Plus fort? Les plans de certains. Il y a toutes sortes de plans. Oui. Mais en gros, c'est des plans quinquennaux, des plans décennaux. En tout cas, c'était des plans. Pour une époque, il n'y a pas longtemps, moi je l'ai vécu, tu vas en Union soviétique, tu vas dans un magasin avec des centaines de chaussures de la même couleur. Mes parents viennent de soviétique. Comment? Mes parents viennent de soviétique. Voilà, les gens, c'était le Gosplan qui décidait de quoi produire et combien, et dans chaque région, elle va faire quoi, l'autre va faire quoi, etc. L'opposition était entre ça et ça. Vous imaginez qu'à cette époque, entre ça et le marché, juste pour faire le marché. Bon, mais sauf que c'était ça l'opposition. Mais après, c'est devenu une opposition entre les néoclassiques et les keynésiens. Parce que parmi les gens qui sont du type
démocratiques, libéraux, ne sont pas des communistes, ils considèrent que nous, pas des communistes, considèrent que Gosselin ne décide pas pour moi et en plus, il se trompe tout le temps. Il fait que des choses qui sont incohérentes. Des surplus par là, du manque de produits par là. Les gens consomment tous les mêmes chaussures, les mêmes vêtements, les mêmes... Et en plus, tout le monde n'a pas tout ce dont il a besoin. Les gens choisissent pour toi. Donc, ce n'est pas libre. Les gens comme Keynes qui sont venus pour dire nous sommes libéraux, nous sommes pour la concurrence, nous sommes pour le marché. Sauf que la coordination peut ne pas marcher. La coordination par le marché peut ne pas marcher. Et c'est là qu'il y a une opposition entre ceux qui disent non, ça marche pas. Et d'autres qui disent non, quelquefois et très souvent, ça ne marche pas. Et pourtant, ils sont du même bord. Les keynésiens et les néoclassiques sont du même bord au niveau politique, au niveau économie de marché, au niveau de. Voilà. Mais sauf que, ils disent, les keynésiens, ils disent que non, le marché ne peut pas résoudre tout, ne peut pas coordonner toutes les décisions dans tous les domaines. Il y a beaucoup de domaines où il ne peut pas. Voilà donc où se trouve la question de la macroéconomie. C'est pour ça qu'on a une macroéconomie keynésienne et les autres. Donc, si on prend, on revient à notre exemple de l'économie dans laquelle il y a donc des gens qui décident de manger moins de blé et d'autres qui décident d'investir plus, de semer plus de blé. Comment se fait la coordination pour qu'il y ait équilibre de l'économie? Il ne peut y avoir équilibre de l'économie que c'est les décisions de consommer moins soient égales aux décisions de semer plus. N'est-ce pas? Alors, vous allez voir un peu, vous suivez au tableau maintenant. Au tableau, il y a une petite partie un peu algébrique, mais qui n'est pas mathématique. Simplement qu'on veut illustrer cette idée qu'il ne peut y avoir équilibre dans cette économie décentralisée libre que si les décisions d'épargne est égale aux décisions d'investissement. Et que ce n'est pas évident parce que ceux qui décident d'épargner ne sont pas ceux qui décident d'investir. Et ils ne sont pas coordonnés entre eux directement. D'accord? Donc, les économistes, la macroéconomie, si vous voulez, disent que nous avons un produit, Y. Alors, pour le moment, un produit, c'est un fourre-tout. Ça peut être la production, ça peut être le PIB, ça peut être le revenu national, ça peut être voilà, ce que vous voulez. Mais dans l'économie de mon exemple de tout à l'heure, c'est la production de blé, d'accord? Cette production, elle est consommée et l'autre partie, elle est épargnée. D'accord? Ça, c'est d'un côté. C'est le côté offre. Offre de consommation, offre d'épargne. Ça, c'est le côté offre de l'économie. C'est le côté entrée, si vous voulez. Le côté sortie, c'est que la consommation demandée par les ménages, plus l'investissement demandé par qui? L'investissement demandé par qui? Les entreprises. Dans notre cas, les paysans qui vont semer plus, s'ils ont envie. Ben ça représente quoi? La demande totale de l'économie, c'est-à-dire les sorties. D'accord? Très souvent, chez les circuitistes, les gens qui parlent du circuit, très souvent, ils appellent non pas entrée-sortie, j'ai utilisé
suivez bien. Antonin, tu suis, hein? Tu n'es pas en train de suivre. Les entrées et les sorties, je les ai utilisés le mot parce que j'ai donné l'exemple que j'ai expliqué à vos camarades pour lesquels l'enregistrement ne s'est pas bien réalisé, parce que je parlais du radiateur de la salle de chauffage. C'est un circuit, non? Dans lequel rentre de l'eau d'un côté et sort de l'autre. C'est pour ça que j'ai parlé d'entrée et sortie. Mais chez les circuitistes, le raisonnement de l'économie, de la macro en termes de circuit, ils appellent ça, quand tu fais de l'épargne, l'épargne, tu l'extrais de la circulation, non? Vous suivez? L'épargne, c'est que tu empêches la circulation au lieu de dépenser. On appelle ça des fuites. Ça, c'est une fuite. Ça sort du circuit. Tu comptes le lèvres de côté, peut-être que tu vas le consommer dans 2 ans, mais entre-temps, tu l'as sorti du circuit. Parce que la question du circuit est importante. Vous savez très bien que les gens comme Keynes n'aiment pas l'État. C'est mauvais pour l'économie. Ou du moins, trop d'épargne. Et ça, c'est quoi alors si la sortie est une fuite? C'est quoi l'investissement qui est l'entrée qui est une fuite? C'est quoi ça? Ils appellent ça une injection. Ça veut dire qu'on espère que les gens qui ont exclu de l'argent de la circulation, ils soient donnés à des gens qui vont le réinjecter dans la même circulation. Vous comprenez? C'est ça la notion du circuit. Il faut qu'il y ait une équivalence entre les décisions de fuite et les décisions d'injection. Suivez? Attention, l'image est très importante. S'il n'y a pas d'égalité entre les deux, il y a un problème. Et à ce côté-là, quand on dit ça, y égale c plus i, et ça, y égale c plus s, la somme des deux implique donc ça, c'est voilà les 3 équations fondamentales du circuit. 1, 2 et 3. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je vais vous envoyer le document, vous pouvez le prendre. Oui, vous pouvez le photographier, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous envoyer le document. J'ai un autre document que je vais vous envoyer qui contient tout ça. Mais sauf qu'il n'est pas concentré avec des phrases, explications et tout. Comme ça, oui, oui, c'est parce que ça te rappelle un peu ce que m'a dit. Oui, c'est normal. Donc, ça, c'est les 3 équations fondamentales. Et en fait, l'équation E égale S, c'est la conséquence des 2 autres. C'est 1 plus 2 qui implique 3. Donc, finalement,
C'est quoi une économie en équilibre? C'est une économie qui est une coïncidence 1 sur 1 million pour que les décisions des uns soient égales aux décisions des autres. Sauf que pour les économistes, ça marche tout le temps, c'est toujours vrai, ça marche, c'est bon, ça marche. Il n'y a pas de raison pour que ça marche. Donc ça, c'est la version. En fait, on peut... Attention, hein, c'est cette égalité-là, I égale S. En fait, c'est l'égalité quand I est égal à S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, qui est le revenu offert, est égal à ça, qui est le revenu demandé. C'est la même chose, vu de deux côtés différents. Ça veut dire que l'offre globale de l'économie est égale à la demande globale de l'économie. Ça ne marche que si... Voilà. Donc, quand on dit I égale S, c'est la condition pour que l'économie connaisse une égalité entre ce qu'elle a offert et ce qu'elle a demandé. Ça veut dire que cette même équation-là, il faut la reprendre dans le cas où on a une économie un peu moins simplifiée. Tout à l'heure, je vous ai dit les simplifications de la centre trésorerie et tout. Là, on a deux agents, entreprise et ménage. Si on rajoute un troisième agent, qui sera l'État, comment va s'écrire cette équation? Qui dit toujours la même chose. Et comment va-t-elle s'écrire? Parce que cette nouvel agent, le nouvel agent, donc je me remets là pour que l'enregistrement, les gens écoutent. Donc, on va reprendre cette même équation, I égale S, qui est cette même équation, I égale S. On va la reprendre dans le cas, I égale S veut dire épargne, veut dire offre globale égale demande globale de l'économie. On va la reprendre dans le cas, je suis en train de répéter pour vos camarades, dans le cas où on a un troisième agent, qui est l'État. Comment va s'écrire cette même équation, mais qui dit la même chose finalement? Comment va-t-elle s'écrire? Bon, l'idée elle est très simple, c'est que quand on introduira cet agent, l'État, qu'est-ce qu'il a de particulier, l'État? Pareil, entrée-sortie, input-output. Pareil, il a des injections et des fuites. C'est quoi la fuite ou la ponction qu'il fait au circuit? Très, très bien, Platon. Très, très bien. Il va prendre des taxes des gens qui va les empêcher de consommer. Ça veut dire que si on mettait, le C sera plus bas. Bah, c'est pas que c'est décourage, ils les obligent. En économie, des fois, il y a des gens qui utilisent le mot découragement. Non. C'est interdiction, c'est pareil. Tu empêches le type de consommer, c'est tout. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de découragement. Oui. Et après, l'État, il consomme avec. Il dépense, il ne consomme pas. Ah ouais. Les mots, attention aux mots, Antonin. Il va faire quoi? Plus. Le G, c'est les dépenses publiques. On a la même chose. Les dépenses publiques, ce sont des demandes de dépenses de l'État. Et les taxes, ce sont des offres de taxes pour l'État. Ça veut dire que nous aurons nous allons avoir une autre écriture où C plus
au lieu de dire C plus I plus T, je vais mettre C plus T plus I, parce qu'on met le taxe d'abord. Non, c'est G plutôt. Plus G. Voilà, exactement. C plus G plus I. C'est égal à Y. Égale le même Y à quoi? À C plus T plus S. Ben, c'est la même chose, on fait l'écriture, on trouve que ça, c'est l'équation première. Ça, c'est l'équation seconde du circuit. Et l'addition des deux, ou la soustraction des deux, qui peut me la dire de tête? Vous enlevez Y et C des deux côtés, qu'est-ce qui reste? Non, et tu as oublié les I, le S. Allez, on y va. I plus G égale T plus S. Mais ça, on n'aime pas trop, cette écriture. Elle est juste. Mais on préfère écrire I moins S égale à quoi? T moins G, c'est pas pareil. Donc, les deux représentent la troisième équation. Mais on préfère la voir comme ça. Les deux sont justes, hein? Et monsieur, dans le cas parfaitement théorique, si G est supérieur à T, eh bien, c'est des questions qu'on va se poser. Tu poses des bonnes questions, Platon, mais tu poses des bonnes questions. Non, non, c'est les bonnes questions. C'est des questions qu'il faut poser. C'est pour ça que quand j'ai vu ta note, j'étais effondré. Je peux vous dire pourquoi, c'est parce que je n'avais pas de wifi dans ma résidence jusqu'à 21h05. Ah ouais? Ben, écoute, tu es le seul que je pourrais croire. Et je ne te laisserai pas sur cette note. J'ai vu que tu n'avais pas passé autant de temps et tu as une seule note. J'ai dit, comment, il a abandonné ou quoi? Ben, écoute, tu es le seul, je le dis très clairement, tu es le seul à qui je donnerai une autre chance. Le seul. Vraiment l'exception, parce que j'étais étonné. Et tu sais très bien, c'est pas moi qui mets les notes. Hein. C'est la machine. J'étais étonné, je dis, tiens, je sais que tu ne viens pas tout le temps en cours, mais je dis, pas bête ce type, comment il a une seule note? Et j'ai vu que tu as passé moins de temps. Je dis, tant, sa copine l'appelait, il a abandonné. Et là, je dis, s'il a fait ça, je laisse sa note comme elle est. Hein? J'espère, j'espère. Non, non, je ne te laisserai pas sur cette note. J'étais vraiment, je dis, merde, qu'est-ce qu'il a, lui? Écoute, je te ferai un rattrapage ou je ne sais pas. Dites-le, hein, personne d'autre. Hein. Personne d'autre. Parce que je sais qu'il est sincère. Voilà, tu poses toujours les bonnes questions. Voilà, moi, je suis content que je te démarre en télé. Bon, voilà, la question qu'il a posée, c'est la question que j'allais poser. C'est la question que j'allais poser. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez l'économie trop simplifiée. L'économie trop simplifiée, l'équilibre, c'est I égale S. Parce qu'il n'y a que deux agents. Qui investit? Le premier agent. Qui épargne? Deuxième agent. D'accord? Ici, on en a trois. Et donc, ça veut dire que dans le premier cas, si I n'est pas égal à S, il y a des équilibres. Mais dans ce deuxième cas, si I n'est pas égal à S, il n'y a pas encore des équilibres. Pourquoi? Non, ce n'est pas qu'il se rajoute, qu'il compense. Voilà. Parce que, par exemple, si S est un peu inférieur à I, pourvu que l'autre soit... Ouais, du coup, il y a T qui peut rattraper. Voilà, vous avez compris. Pourquoi ceci? C'est parce que tout simplement, ça, c'est un investissement
D'accord? Et ça, c'est une épargne. D'accord? Mais ça, c'est un investissement et ça, c'est une épargne. Finalement, tout l'enjeu, c'est de savoir à quelle proportion GET vont compenser le déséquilibre entre I et S. Alors, on va le dire de manière encore plus directe. Comment le déséquilibre du secteur privé est compensé ou non par le déséquilibre du secteur public dans l'autre sens. Vous avez compris? C'est ça le cœur de la première, le cœur de la deuxième équation, enfin, la deuxième condition d'équilibre de l'économie. Parce que tout ça, lorsque l'offre de l'économie est égale à la demande de l'économie, alors on a I moins S égale T moins G. Donc ici, vous avez deux possibilités. Ou I dépasse S et alors automatiquement T dépasse G. Ça veut dire que si le privé investit plus que l'épargne privée, alors automatiquement l'État doit être en excédent, doit avoir un excédent budgétaire. Les taxes doivent dépasser les dépenses de l'État, ce qui est rare, ce qui est impossible, ce qui n'existe pas. Voilà, donc c'est ce qui est un peu... Voilà. Ensuite, l'autre possibilité, c'est quoi? C'est l'inverse. Lorsque le pays épargne plus qu'il n'investit, le secteur privé épargne plus que le privé ne veut investir, et dans ce cas-là, ce supplément d'épargne, ce trop d'épargne, il va servir à l'État d'avoir un déficit. G doit dépasser T. Donc, vous pouvez construire beaucoup d'analyses. C'est comme ça, si vous voulez. Quand un journaliste économique visite un pays et son patron, si c'est un journaliste économique, bien sûr, son patron lui demande de faire un article sur un pays, économique, bien sûr. Avant de prendre l'avion, il va vers cette équation. Il écrit déjà les 3/4 de son article. Vous comprenez? Il a déjà un diagnostic qui lui permet de dire beaucoup de choses déjà, avant de visiter le pays. Oui? Est-ce que les T et les G, c'est connu c'est connu d'avance avec plus de précision que tous les autres variables. L'État, il déclare l'intégralité des taxes. J'espère qu'il ne le cache pas. Comment ça? C'est une chose. Bien sûr, je ne parle pas des pays où beaucoup de gens disent ça, ils vont le mettre dans la poche. Mon pays est comme ça. Bon, je parle de pays normalement constitués. Normalement constitués. Tu as généralement les chiffres les plus. Je vous ai dit. Hein? Les plus précis qui sont de. Oui. Bien sûr, tu as un organisme qui s'appelle la Cour des comptes. C'est la police des comptabilités de l'argent dans le pays. Mais l'argent public. Hein. Il y a une Cour des comptes. Mais bon, chez moi, la Cour des comptes. Mais du coup ça c'est pour non, excuse-moi, attends, je précise le mot. Qui produit ces chiffres? Hier, on a dit que c'est l'INSEE. Les chiffres monétaires, c'est la Banque centrale. Et les chiffres financiers, c'est le ministère des Finances. Donc, c'est des choses malaisement sûres dans les pays démocratiques. Voilà, je ne parle pas des pays bananés comme le mien. Voilà. Et d'ailleurs, ils sont toujours endettés. Il y a beaucoup d'argent dans la poche de beaucoup d'autres personnes. C'est du vol, tout simplement. Voilà, donc les chiffres sont... C'est très simple.
tu rentres sur le site du lycée. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver tout ces agrégats. Chiffres à l'euro près. Tu rentres sur le site de la Tunisie, mon pays, le budget de 2020 n'est pas encore arrêté. 20, pas 21. Il pense encore des trucs pour 2020. Hein? Il dépense encore des trucs pour 2020. Non, bon, je suis en train de casser le sucre sur mon pays, mais c'est un pays qui a connu une période difficile à cause de la révolution, tout ça, et puis les islamistes sont venus, ils ont tout bazardé. Bon, la France, quand elle a fait sa révolution, même si ce n'est pas comparable, il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que ça arrête de devenir une division. Bon, c'est des périodes difficiles. En espérant que dans le siècle prochain, ils feront mieux. Qu'est-ce que tu voulais dire alors, Platon? Est-ce qu'il y a un audit complet des dépenses de l'État qui est disponible? Alors, c'est deux choses différentes. Hein. Ça, ce n'est pas les dépenses de l'État. Ça, oui, c'est les agrégats de l'économie. Mais si tu veux l'audit de TG, ça existe, c'est précis et tout. Hein. Ah oui, c'est... Oui, la Cour des comptes, le ministère des Finances, tout est... Non, mais je te conseille même de ne pas chercher de ce côté-là dans un pays comme la France. Ce n'est pas un pays où on va te cacher des... Ce n'est pas un pays où on voit le... C'est pas une question de cacher des choses. Non, mais si tu veux vérifier comment l'État dépense, où est-ce qu'il dépense trop peu, si, tu peux le voir, ça, il n'y a pas de problème. Ah. Il y a des dépenses qui sont totalement absurdes. Oui, ça existe. Oui, non, ça existe. Non, mais tu peux faire un audit pour... oui. Non, mais tu as raison, c'est une bonne question. Non, mais tu as tout ce qu'il faut. Dans les pays développés, démocratiques, il y a tout ce qu'il faut pour vérifier. Non, il n'y a pas de... Tu as des chiffres. Déjà, les chiffres du lycée, de la Banque de France et de la Cour des comptes, tu as déjà presque tout. Les chiffres qui sont un peu moins faciles à, comme tu dis, auditer, vérifier, c'est les chiffres de la Sécu. Ce n'est pas non plus qu'il y a des malversations, mais c'est plus compliqué. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a sorti un bouquin. Oui, je vois qui c'est. Oui, il y a un énorme... Je vois de qui tu parles. C'est pour ça que j'aime bien, tu es très cultivé de ce côté-là, ça me plaît beaucoup. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Charles Prats. Voilà, Charles Prats, exactement. Il y a une grosse bagarre à ce niveau-là. Oui. Son livre est sorti l'année dernière. Hein. Des dizaines de milliards, je crois. Oui, attends. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas... Bon, non, mais tout, hein. Non, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont des cartes vitales à l'étranger. C'est comme tu trouves des Vélib à Dakar, tu peux trouver des cartes vitales à Tunis. Bon, je suis en train d'enregistrer en disant du mal de mon pays. Écoutez, on rigole hein, des fois dans le cours de M. Nager. Hein. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça et l'envoyer, etc. Après, je descends faire une visite en vacances, on va... Hein? Bon. Donc voilà, si vous voulez, est-ce qu'on peut faire la dernière version? Dites-moi combien il reste de temps. Alors, on va la version avec 4 agents. Je vais la faire dans le groupe suivant et vous allez la consulter dans les vidéos. Si celui-là est enregistré, je vais le vérifier tout de suite.